Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Ces derniers jours, les éditorialistes de la presse helléniste ont dressé un portrait d'étape de l'action d'Alexis Tsipras à la tête de son gouvernement. Pour celui qui promettait d'en finir avec l'austérité qui étranglait son pays, le revirement est terrible. 220 nouvelles mesures d'austérité imposées par les créanciers internationaux et acceptées par le Parlement pour les prochaines années. Malgré les promesses de campagne, l'étau de la finance mondialisée continue de se serrer autour de la gorge du peuple grec et les politiques d'austérité de poursuivre leur chemin. Au menu de Pendant le 20h. Un état d'urgence culturelle est-il nécessaire ? C'est notre débat du soir avec Marie-Jo Arrigue et Sébastien Pisani. Avec le livre Portrait de Corse, ils font l'événement. Edmond Siméon et Jean-Pierre Castellane sont les invités de 20h. L'un est un militant constant de l'émancipation individuelle et collective. L'autre est l'un des grands spécialistes de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Ce qui les réunit, un livre, Portrait de Corse aux éditions Colonne. Jean-Pierre Castellane et Edmond Siméon sont mes invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue pendant le 20h. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Je vous en prie, installez-vous. Jean-Pierre Castellane, vous êtes le responsable de cet ouvrage. Portrait de Corse, figure emblématique de la Corse d'aujourd'hui, aux éditions Colonne. Vous avez signé pour cet ouvrage le portrait d'Edmond Siméon et vous proposez 22 autres portraits. Cela va du politique aux artistes, aux médecins également. Qu'est-ce qui a dicté le choix de ces portraits ? Figure emblématique de la Corse d'aujourd'hui, c'est le sous-titre. Et nous avons essayé de choisir des figures qui sont un petit peu les ambassadeurs de la Corse aujourd'hui, vivants, dans tous les domaines, artistiques, littéraires, comme vous avez dit, médicaux. Et Edmond Siméon est une figure historique, plus que politique, parce que je pense que depuis les 50 dernières années, notre génération, votre génération, il nous a accompagnés dans tous nos aspirations, nos idéaux, nos doutes. Vous dites d'ailleurs dans le livre, il ne faut pas limiter Edmond Siméon à aller rien. Vous l'écrivez assez rapidement dans le portrait d'ailleurs. Bien sûr, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il rejette lui-même. C'est un médecin, c'est un humaniste, et depuis les bouts rouges jusqu'aux déchets, aujourd'hui, sa politique, son attitude a toujours été constante dans la défense de la liberté, de la justice. J'ai dit militant de l'émancipation individuelle et collective, c'est ce qui ressort évidemment dans le portrait qu'a fait Jean-Pierre Castellane. Qu'est-ce qu'il a su déceler chez vous que vous n'avez pas lu ailleurs ? Parce que, soyons honnêtes, il y a eu de nombreux portraits vous concernant, y compris dans la presse européenne et même américaine. Bien, écoutez, il y a quand même une différence fondamentale entre la vulgarisation superficielle, parfois erronée, du sujet. On ne peut pas comparer avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. Nous sommes des amis de longue date, nous travaillons ensemble depuis longtemps. C'est un portrait, somme toute, un petit peu intimiste. Il rassemble un certain nombre de choses qui sont connues par bribes, mais qui n'avaient pas été présentées de façon, je dirais, aussi synthétique et globalisée. Je crois que c'est la grande différence avec une information habituelle. Jean-Pierre Castellane a réussi à rassembler ce qui était éparse dans votre vie pour restituer au mieux votre portrait, c'est ça ? Oui, vous savez, une vie ne peut pas se résumer ni à un portrait ni rien, surtout quand l'engagement dure d'une 60aine d'années, d'une vie particulièrement dense, nuit et jour. Mais enfin, l'habitude qu'il a de faire le tri, l'habitude d'écouter, l'habitude de juger, les vertus du dialogue, nous avons eu de longues conversations ensemble, lui ont permis, à mon avis, de rassembler l'essentiel, et il m'a convaincu que c'était une tâche utile pour la collectivité. Vous écrivez au sujet d'Edmond Siméon, il a des intuitions remarquables, il sent la Corse et ses chances. C'est comme cela que vous avez
reçu les conversations, je dis bien reçu, les conversations que vous avez eues avec Edmond Siméon. Exactement, oui. Je pense que ce qui caractérise Edmond Siméon, c'est la passion de la Corse, la passion de la justice, de l'histoire de la Corse, de son destin. Et je crois qu'il correspondait exactement à notre but avec Jean-Jacques Colonna-Distria dans ce projet éditorial, c'est de trouver des personnalités qui aient un destin. Qui est une trajectoire qui corresponde à un destin. Oui, vous dites trajectoire, et c'est valable pour le livre, parce qu'il s'inscrit dans c'est la suite de 3 autres ouvrages, on peut le dire ainsi, Jean-Pierre Castellane. Oui. Si je vous dis Une enfance corse, Mémoire de Corse et La Corse comme une utopie, celui-ci vient en 4e. C'est un sillon que vous essayez de tracer dans la littérature et dans la mémoire collective insulaire ? Sans aucun doute. Je pense que là, il y a une logique dans la démarche d'exploration, d'abord, de la mémoire, du passé, de l'histoire, de l'imaginaire. Et là, on est dans la représentation du réel vécu par ces personnes. Et je pense que c'est, je ne dis pas l'aboutissement, mais en tous les cas, c'est la continuation logique d'une recherche de la vraie Corse. Alors, tous les champs, vous investissez tous les champs insulaires. Je l'ai dit, il y a la littérature, avec Marco Biancarelli, évidemment. Il y a également Laetitia Cast. On découvre plein de choses sur Laetitia Cast. Alors, je ne vais pas trahir ce que vous écrivez. Il faut aller acheter le bouquin, je vais le dire ainsi, chez tout bon libraire, et non il existe encore des bons libraires. Il y a également Laurent Lantière. Tous ces portraits-là, qu'est-ce qu'ils disent, Edmond Siméon, de la Corse ? Écoutez, j'ai commencé à les lire. Je mentirais si je disais que je les ai lus tous de façon complète, mais d'abord, je connais pratiquement tous les auteurs. Et ce qui me frappe, c'est dans cette diversité, dans cette pluralité, c'est quand même cette convergence. Bien sûr, le dénominateur commun, c'est la passion de la Corse, mais c'est par des approches différentes. La recherche d'un chemin collectif sans dicter de fatwa, sans vouloir imposer aux gens quoi que ce soit, mais en faisant émerger, pour la conscience collective, pour le débat de l'opinion publique, un certain nombre de traits fondateurs qui sont essentiels. Et je crois que quand on lit les textes, on est véritablement séduit par cette démarche-là. Je vais vous dire, moi, ce que aussi j'ai trouvé comme fil d'Ariane à la lecture de l'ensemble des portraits. Alors, on va encore en citer quelques-uns. Jean-Claude Aquavive, Jean-François Bernardine, Marco Biancarelli, je l'ai dit, Jean-Claude Casanova, Dominique Colonne, Jérôme Ferrard, évidemment. Vous savez, il y a un mot, et ce n'est pas parce que vous êtes là, Edmond Siméon, qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai lu, c'est résistance. Résistance à une société de plus en plus, où la mondialisation est de plus en plus galopante. Tous le disent, l'écrivent même, vous l'écrivez. Oui. Résistance à une certaine forme de modernité. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas péjoratif dans mes propos, mais il y a cette volonté de montrer que la Corse s'inscrit dans un autre contexte que celui que l'on vit depuis quelques années. Oui, je crois que c'est ce qui correspond à chacun de ces hommes et à chacune de ces femmes. Ils ont tous dans leur métier, dans leur travail, dans leur recherche, essayé d'innover, de bien représenter la Corse tout en gagnant leur vie, en exerçant leur métier. Mais il y a une sorte de cohérence quand même. Ouais. Ce qui aussi m'apparaît, parce que quand on écrit ces portraits, ça dure 1 an, à des périodes différentes. Mais quand j'ai relu le livre récemment d'une traite, je m'aperçois de la cohérence des portraits finalement, par le hasard et aussi par la logique. Mais est-ce que vous l'entendez, ce terme résistance, chez vos protagonistes, chez les gens que vous avez choisis, que ce soit en littérature? On a vraiment le sentiment, je vous le dis sincèrement, que l'ensemble des portraits des protagonistes que vous avez choisis donnent à voir, à écouter, à entendre une autre Corse. Oui, moi, à mon avis, c'est certainement un des dénominateurs communs. Ce sont des gens qui sont libres, au véritable sens du terme. Ce sont des gens qui sont anticonformistes. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à ramer à contre-courant. Et moi, personnellement, je me définis parfois comme un anarchiste raisonnable plutôt que comme un nationaliste raisonné. Je dirais ça parce que, en règle générale, y compris quand je suis dans une organisation, immédiatement je commence à me heurter avec ceux qui la dirigent, moi y compris, en disant mais ce n'est pas très novateur. Il faut se méfier de la routine, il faut se méfier des idées acquises. Non pas que je sois un nihiliste, non pas que je sois un contestataire systématique, mais j'aime bien les choses cohérentes, j'aime bien les engagements qui sont fondés. Et véritablement dans le livre, quand on lit Ferrare et quand on lit Biancarelli et quand on les lit tous, les hommes, les femmes, bon, il suffit de regarder leur vie. Ce n'est pas la peine de se livrer à l'exégèse de leurs propos
pour comprendre qu'on s'inscrit tous à la fois dans un acte de refus, non pas pour se marier avec le passéisme qui serait le tombeau de nos espérances, mais pour véritablement rentrer dans la modernité, pour voir que, en définitive, tous les chemins mènent à Rome. Alors, demain soir, pour étayer ce que vous venez de dire et pour rebondir sur vos propos, demain soir est diffusé sur France 3 Corse Via Stele, sur notre chaîne, à 21h30. Un documentaire qui vous est consacré, Edmond Simeone, l'esprit militant. Il est signé Pierre-Antoine Berrette et produit par Intervista Prod. On parlait des intuitions qu'avait Edmond Simeone. Vous l'écrivez. L'anarchiste... Oui, je voudrais dire un mot sur les intuitions. Je mettrais ça vais vous plutôt... demander, d'ailleurs. Non. Je mettrais plutôt ça sur le compte, je dirais, d'un engagement tellement ancien, de tellement de lectures, tellement de contacts innombrables, de tellement d'épreuves que, en définitive, je suis plus un vulgarisateur et un rassembleur d'idées qui sont éparses dans la société que quelqu'un qui apporte des choses extraordinaires. Alors, l'anarchiste modéré, c'est comme cela que vous êtes aussi présenté. Oui. Comment sent-il la société corse, le pouls de la société corse actuellement, Edmond Simeone ? Écoutez, le pouls de la société corse, à mon avis, il y a un sentiment de déprime chronique, pensant que la crise... Elle est insurmontable parce qu'elle est consubstantielle de notre identité collective, ce à quoi on se trompe. Et là, je fais référence à un ouvrage qui va être présenté dans quelques jours, l'anthologie Adi Bastor, qui montre qu'il y a 150-200 ans, il y avait des gens imaginatifs et travailleurs. Non, je crois que l'opinion publique, aujourd'hui, elle commence à espérer qu'un autre chemin est possible en évitant d'utiliser véritablement tous les travers qui nous ont conduits à ce désastre collectif. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une démarche partisane, mais les gens disent « ça mérite d'être vu ». À charge pour tous ceux qui se prétendent des porteurs de bonnes paroles ou qui s'y essayent de se montrer à la hauteur des défis. Portrait de Corse, figure emblématique de la Corse d'aujourd'hui, Jean-Pierre Castellagne, avec notamment Christine Bottero à la plume, aux éditions Colonne. Jeudi, quand un grand spécialiste de Marguerite Yourcenar a rencontré un militant constant de l'émancipation individuelle et collective, c'est à retrouver dans cet ouvrage chez tout bon libraire. Et j'insiste, il y en a encore des bons libraires, notamment en Corse. Merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Et d'avoir bavardé avec moi autour de cet ouvrage. Et à très vite, certainement. Merci à vous. Merci. Tous les soirs, pratiquement, tous les soirs, Jean-Pierre Castellagne qui passe devant la caméra, mais c'est pas grave. Tous les soirs, pratiquement tous les soirs, Audrey Tordel va décrypter, déchiffrer pour nous les tendances sur les réseaux. C'est le moment pop culture. Mais Attends, qu'est-ce que... juste, voilà. Non, parce que j'ai besoin de te prendre avec le décor derrière. C'est pour Instagram et pour D'accord, Facebook. ok. On met des hashtags, hashtag pendant le 20h, Ok, hashtag Cool Tour, hashtag France 3 Corse Via D'accord, mais Stele. tu sais, enfin, je veux pas te presser Audrey, mais tu sais Ouais. qu'on a une émission là, donc il faut... Bah oui, mais justement, c'est... Alors, je t'en prie. Mais c'est pour ça justement. Ah, mais c'est oui. ton sujet. Mais oui, mais bien D'accord, sûr. Mais tu sais très bien que la communication, suis c'est resté très sur Portrait de important. Corse, moi, si Et tu oui. veux, donc, Mais la communication sur les réseaux sociaux, c'est très important. Tu le sais. Oui. Et les politiques l'ont bien compris. Enfin, du moins certains, pas toujours. Donc j'ai posé mon téléphone et on va en parler ensemble, Philippe. Oui, on va en parler d'autant que la deadline, la terrible Et deadline approche. Hein. Et oui, ça en est à moins d'un an des présidentielles et des législatives et à un peu plus d'un an des territoriales. Autant dire que c'est quasiment demain dans la temporalité politicienne. Alors l'utilité du réseau social, c'est très simple, faire sa pub et marquer des propositions fortes. Le tout en 140 caractères si on est sur Twitter. Alors la contrainte technique de 140 caractères est importante, elle est stimulante, parce que le but, finalement, c'est de balayer toutes les fioritures pour n'en extraire que l'idée principale dans l'absolu. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que souvent, le danger, c'est de virer dans le punchline. Alors, traduction pour nos amis non bilingues, les phrases fortes. Du coup, la recherche du buzz devient parfois plus importante que la recherche de contenu. Alors après, par contre, il y a le risque inverse. C'est de basculer dans la platitude la plus totale. Ça arrive, hein, je crois. C'est terrible. Oui, sans le citer, Jean-François Baccarelli, voilà, donc, qui nous parle du temps qu'il fait. Donc, c'est gentil. En maillot de bain, sur la plage. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, ouais. Donc c'est gentil de dire il fait beau, coucou, mais c'est aussi pertinent que les tweets d'une Miss Météo. Et nous, on veut du fond, on veut de l'interaction. Bon, il y a des Miss Météo qui font de très bons tweets, on ne dira pas les noms. Oui. Ils sont sur le continent peut-être. Justement, concernant nos politiques insulaires, est-ce qu'il y en a certains qui privilégient
un média, parce qu'on peut dire média, plus qu'un autre. Alors, ça dépend vraiment des personnes. Globalement, maintenant, Twitter et Facebook se talonnent. Alors, certains n'utilisent Facebook que pour partager leurs tweets. D'autres, vraiment, ont une utilisation à la fois de Twitter et de Facebook. Je pense, par exemple, à Laurent Marcangeli. Oui, Et vous dites Marcangeli. Oui, la Bastiaise que je suis, tiens, à mettre l'accent sur le « en », je sais, vous faites différemment, comme toujours. Mais voilà. Évidemment. Alors, on vous fait croire que vous avez raison, mais bon. Alors, le maire d'Ajaccio, du coup, n'hésite pas aussi à clairement donner son avis, notamment là récemment, en réponse au charmant tweet de Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Alors, Laurent Marcangeli fait partie des bons élèves, à l'instar de Gilles Simeone, on a eu son père tout à l'heure, ou Jean-Guy Talamone. Ils utilisent à la fois Twitter et Facebook. Le compte est étayé régulièrement de photos, de vidéos. Alors, le compte de Gilles Simeone, pour ne citer que lui, ça s'apparente vous aviez envie de le... ça s'apparente un petit peu à Martine à la plage, parfois. Alors, Gilles à la butchata à Bastillac, Gilles à l'inauguration d'une école, enfin... Je taquine, mais c'est ça le but aussi des réseaux sociaux, c'est de suivre le quotidien d'un élu. C'est ça qui est sympa, et en fait. l'immédiateté, c'est ça de l'information. Effectivement. Alors, qui dit bon élève, dit forcément mauvais élève. Eh oui, bonnet d'âne, un petit peu. Par exemple, le député Sauveur Gandolf, qui lui a dû être saoulé par cette histoire de tweet et de retweet. C'est un peu difficile à comprendre quand on n'y est pas. Et d'ailleurs, on l'a plus revu sur Twitter depuis fin 2012. Il a abandonné le navire. C'est fini. Donc, au final, si vous deviez établir des bulletins... Si j'étais maîtresse d'école, comme dans toute classe, il y a des bons et des mauvais élèves, comme vous l'avez dit. Certains s'en sortent largement mieux que d'autres. Et les autres, par contre, ils doivent persévérer dans leurs efforts, puisque les réseaux sociaux sont nécessaires à la communication d'un politique, tout comme la parodie. C'est très très important. On pense par exemple à Corse Machin. Certains politiques insulaires n'hésitent pas d'ailleurs à partager ce genre de une parodique. C'est plutôt bien joué d'ailleurs. Mais oui, parce qu'ils ont compris que le but, avant tout, c'est qu'on parle d'eux et c'est d'être visible, Philippe. Merci beaucoup, ma chère Audrey. On va vous voir. Photos, non ça va aller. C'est bon. Ça va aller. Vous pouvez ranger votre portable. Je vous reviendrai la prochaine fois. Vous pouvez le faire en coulisses. Ça nous permettra de buzzer en temps réel. Je vais un petit peu les stresser, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Merci. On va se voir assez régulièrement pour évoquer cette chronique pop culture et disséquer ce qui se passe sur le web. Merci, ma chère Audrey. Merci. Vous le savez, tous les soirs, nous vous proposons un débat, une opposition, une confrontation des opinions. Ce soir, a-t-on besoin d'un état d'urgence culturelle ? Sébastien Pisane et Marie-Jo Arrigue débattent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. La question, a-t-on besoin d'un état d'urgence culturel ? Je vais juste rappeler, avant de vous la poser clairement, un chiffre. 2015-2016, le budget du ministère de la Culture et de la Communication est stabilisé, mais il y a eu plusieurs baisses, moins 4% en 2013, moins 2% en 2014, et cela a impacté évidemment les dotations budgétaires des collectivités locales, dont la collectivité territoriale de Corse. Marie-Jo, c'est à vous que je pose la question. Avant, Sébastien, a-t-on besoin d'un état d'urgence culturel ? Écoutez, déjà, je pense qu'il y a toujours besoin de culture en France et en Corse en particulier, enfin en France aussi et dans le monde, parce que la culture, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important pour apprendre à penser par soi-même, apprendre à développer son libre arbitre, son goût, ses choix, et ne plus se laisser embrigader dans n'importe quelle propagande ridicule. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est vrai que cette baisse de dotation, la culture n'était pas très riche, donc cette baisse de dotation est forcément très très embêtante pour la culture en général, d'autant que plus les budgets baissent, plus le coût de la vie continue à monter. Donc en fait, l'écart se creuse beaucoup. C'est vrai, il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Bon, alors, je ne sais pas si finalement Marie-Jo veut un état d'urgence culturel ou pas. Vous voulez. Mais moi, je dis non. Alors, Marie-Jo dit oui et Sébastien dit non. Je suis un peu vicieux dans ma réponse malgré tout, parce que vous connaissez, c'est ça. L'état d'urgence, le mot très à la mode. Allez, faisons dans le suivisme. On est dans les mesures exceptionnelles, limitées dans le temps. D'ailleurs, elles sont finalement si limitées qu'on est obligé de les renouveler. On le connaît dans un autre domaine, autrement plus dramatique. Donc non, ce n'est pas un état d'urgence culturel qu'il nous faut, c'est une vraie révolution, j'assume le mot, c'est-à-dire replacer véritablement la culture au cœur de l'ensemble des politiques, que ce soit bien sûr au niveau de l'État et au niveau des collectivités. Arrêtez d'en faire cette variable d'ajustement qui vous permet, Philippe, d'indiquer qu'après deux années de baisse scandaleuses, même Manuel Macron, Manuel Valls, n'est-ce pas, ministre, a reconnu que c'était une erreur. Dieu sait qu'il n'est quand même pas très critique sur l'action de son propre gouvernement. Bon, alors là, on va redonner un petit peu, effectivement, d'argent. Oui, bien sûr, on en est heureux, ça va dans le bon sens. Mais attention, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point cette
cette hausse au niveau national profitera aux collectivités locales qui sont, il faut le rappeler, véritablement aujourd'hui les vraies ordonnatrices en matière de soutien d'argent public. Surtout l'Assemblée de Corse. Et surtout en Corse depuis 2002, il faut le rappeler. Attention, collectivité unique bientôt. Ça veut dire que le rôle de la CTC va encore aller en grandissant dans le soutien à la culture. Justement, votre regard, Marie-Jo, sur l'action de la CTC en termes culturels? Justement, c'est vrai que ça fait déjà un moment que le Conseil général, les conseils généraux sont désengagés de la culture. Bibliothèque de prêt, il ne faut pas oublier. Il y a encore des domaines. Oui, mais vraiment, pas, des subventions au théâtre, à l'exposition, aux plasticiens, etc. Ça, c'est un petit peu. Ça fait longtemps qu'ils sont vraiment très en retrait. Et c'est vrai que la DRAC a disparu sur ces missions-là, en tout cas. Elle est restée là pour les monuments historiques, l'archéologie, etc. Donc, du coup, la CTC a une très, très grosse responsabilité. Alors, votre regard sur l'action de la politique CTC? culturelle. Giacometti est en charge. Alors, là, on est ravis. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir à nouveau une élue. Une élue à qui on peut se... Alors, on va expliquer pourquoi. Parce qu'aupauvant, sur la mandature précédente, c'était le président, Paul Jacob, qui avait en charge... Mettons les pieds dans le plat, s'il vous plaît. Allez-y. Non, mais c'est vrai qu'on avait de l'espoir. On avait de l'espoir parce qu'on avait un président qui était extrêmement érudit, passionné de Proust, etc. Donc, on s'est dit, vraiment, on a quelqu'un de culturel et on va avoir un bon interlocuteur. Pas du tout. Il se trouve que ça a été plutôt catastrophique. Le rapport est pas toujours évident. Non, mais attendez, quand même, il faut dire un peu que le monde de la culture sort sacrément ébranlé en Corse de 5 ans d'une mandature où il n'y a pas eu véritablement de vision. La structure est terriblement fragilisée. On a vu tout un tas d'acteurs culturels crier famine. Bon, il faut dire aussi une chose, juste 2 secondes, parce que pendant ces 5 ans, moi, j'ai observé une chose, c'est-à-dire à la fois une collectivité territoriale qui, à mon avis, n'a pas contribué à mettre la culture là où il fallait, mais j'ai aussi noté qu'on avait des acteurs culturels qui avaient du mal à se fédérer, qui avaient du mal peut-être aussi à évoluer eux-mêmes. Parce qu'on regarde toujours du côté de l'argent public, évidemment. On est, je crois, là-dessus à peu près d'accord tous les deux. Mais à un moment donné, les acteurs culturels eux-mêmes ont à réinventer la manière de financer leur action. Alors justement, pour l'action de Josefa Giacometti à la tête de la culture à l'Assemblée de Corse, on a eu vent, après avoir fait une légère investigation auprès des services de Josefa Giacometti, qu'il va y avoir bientôt, très prochainement, des assises de la culture. Non, enfin, attendez, je vais pas. Non, mais oui, il faut commencer par quelque part. C'est vrai que je suis un peu injuste, mais je rappellerai juste que des assises, il y en a eu quand même quelques-unes par le passé. Et si on nous dit, par exemple, qu'on va remettre le créateur au centre... Mais c'était ma première formule, si vous voulez, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais en 2012, on disait la même chose. Donc, à un moment donné, allez, révolution. Alors, je vais vous dire tout de même ce qui est prévu dans ces assises. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont prévues, mais en tout cas, il y a 5 points. Remettre les auteurs, les artistes, les créateurs au cœur du dispositif culturel, Sébastien, une refonte du règlement des aides financières, la création d'un pôle mécénat pour compléter les dotations, l'utilisation du 1% culturel pour dynamiser la création, et la mise en place, vous allez rebondir, Marie-Jo, et la mise en place d'aides au transport pour les artistes corses. Ah, ça, c'est extrêmement important aussi. Parce que, par exemple, sur le théâtre, l'exemple tout bête du théâtre, quand on fait venir un spectacle de l'extérieur, sur le continent, eh bien, voilà, vous payez ce qu'il y a à payer. Ici, il y a quand même cette surcharge du transport qui, pendant longtemps, a été prise en charge par les compagnies aériennes, les bateaux, etc. Ensuite, ça a été pris en charge par l'Office des transports. Et puis ensuite, il s'est désengagé. Du coup, les plantant complètement. C'est-à-dire que plus personne ne prend en charge cette partie-là. Mais est-ce que vous voyez, alors là on a donné quelques éléments, c'est important ce que vous venez de dire Marie-Jo, c'est évident pour le poids financier, mais est-ce que vous voyez un cap quand même ? Ça fait plusieurs mois que l'Assemblée de Corse a changé de couleur politique. C'est des mesurettes pour l'instant. C'est vrai que c'est pas encore... C'est des mesurettes. Alors moi, il y a un mot quand même juste qui m'intéresse, c'est quand même le Sénat qui fait un peu son apparition, donc des financements privés. Mais je suis désolé, quand je dis révolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, considérer que la culture est ce levier suffisamment transversal qui permet à la fois de profiter au tourisme, les gens ne viennent pas seulement pour nos belles plages, on a un vrai patrimoine à développer. Ça profite aussi aux bâtiments, il y a les artisans, évidemment. Il y a des arguments pour les candidats. Oui, tant pis, je grille toutes mes cartouches. Et puis, n'oublions pas non plus tout l'audiovisuel, le cinéma, enfin voilà, c'est mais l'argent secteur à part entière. Excusez-moi. 40 secondes, le petit chrono qui tourne. Allez, on se reconcentre. 40 secondes, les arguments. A-t-on besoin d'un état d'urgence culturel? C'est avec vous, Marie-Jo, que je commence. Alors moi, je dirais oui, parce qu'effectivement, il faut faire un travail de fond, mais il faut commencer par quelque chose de vraiment un petit peu dynamique, un petit peu punchy quand même, pour relancer la culture, parce que là, elle est vraiment agonisante. Donc il faut à tout prix trouver des mesures importantes et pas des mesurettes pour relancer d'abord le processus. Une fois que le processus sera lancé, espérons qu'on sera engagé sur des choses un peu pérennes, que ce ne sera pas effectivement des coups comme ça, et que les
les choses pourront être un peu plus continues sur la durée. Après, cette culture, elle est extrêmement importante. On a des acteurs culturels, c'est du vrai chiffre d'affaires, c'est du vrai PIB, ça participe 7 fois plus que l'industrie automobile. Ah, ça, c'est un chiffre intéressant. C'est à vous maintenant, 40 secondes. Eh bien non, il faut un électrochoc, pas effectivement de mesurette ou d'avancer par étapes, comme nous le conseille Marie-Jo. Non, il faut vraiment que... Les nationalistes sont quand même très attendus. Il y a d'énormes attentes. Il y a une partie quand même, pas tous, hein, mais des acteurs culturels en Corse qui ont toujours cheminé aux côtés des nationalistes. Leur attente est énorme. Dernièrement, un témoin, on va dire, avisé du secteur culturel me disait « La culture, c'est le pétrole de la Corse. » Qu'on le comprenne enfin une bonne fois pour toutes. Puis je voulais juste vous faire remarquer une chose. Dans ces temps où malheureusement le terrorisme gagne en puissance, Matteo Renzi, qu'est-ce qu'il fait en Italie? Oui, on va bientôt en parler. Il donne de l'argent pour la culture contre le terrorisme. Un vrai projet de société. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question et d'avoir confronté vos opinions. À très vite, évidemment, pendant le 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, sur France 3 Corse via Stella, dans le 20h.